Donc, bonjour à tous et à toutes à ce webinaire sur la dépression du postpartum, la comprendre pour mieux la prévenir. Bienvenue à tous. Ah oui, c'est toi qui dois passer du coup. Oui, alors, voilà. Donc, pour situer qui nous sommes, donc à la Ligue des familles, on a une ASBL qui a plus de 100 ans maintenant. Et nous, on veille vraiment à ce que la société elle soit mieux adaptée aux réalités des familles et donc mieux prendre en compte vos attentes de parents. Et donc, on a trois grands piliers. Le premier, c'est d'informer. On a le ligueur des parents et le ligueur et mon bébé, où on interroge toute une série d'experts de plein de domaines de la parentalité, des pédiatres, des nutritionnistes, des psychologues comme Morgane aujourd'hui. Et donc, on a donc ces articles qui sont dans ces ligueurs ou sur notre site web. On a aussi toute une série de services et d'avantages pour voilà, répondre au mieux à vos besoins. Ce webinaire et les ateliers que j'organise tout au long de l'année font partie de ces services. Et alors, notre troisième pilier, qui est vraiment un des principaux piliers de la Ligue des familles, eh bien, c'est l'impact sociétal, c'est-à-dire que on essaye de faire une sorte de lobby politique pour essayer que les lois, eh bien, elles soient mieux en adéquation à vos besoins de parents. On a la chance d'avoir Morgane aujourd'hui comme invitée, et donc je te laisse te présenter et puis faire la suite. Ça marche. Mais donc, bonjour tout le monde. C'est ma première fois, donc je suis un peu impressionnée. Mais ça va aller. Donc, moi, je suis psychologue et sexologue de formation et je me forme actuellement en psychothérapie systémique. Et donc, j'ai fait aussi un certificat en périnatalité, au burn-out parental et professionnel. Et donc, j'exerce en indépendante totale dans plusieurs centres, dont celui de Genappe, qui est le centre périnatal. J'exerce aussi à Ligny, à Auvelais et à Cour-Saint-Étienne. Voilà, c'est varié. Et donc, je suis aussi, à titre personnel, maman de 2 jeunes enfants. Donc, de par mon parcours, grossesse, accouchement et aussi, petite dépression postpartum, enfin, voilà, je me suis aussi, formée et renseignée sur ce sujet-là. Donc voilà, ça a contribué à ma pratique. Donc voilà, aujourd'hui, donc je vais vous parler de la dépression du postpartum pour savoir un petit peu, finalement, de quoi parle-t-on? Peut-être déconstruire certains mythes, peut-être aussi que voilà, ce sera l'occasion de mettre dans le chat s'il y a des questions, des choses, que vous aviez entendues, avant cet exposé ou des mythes peut-être à déconstruire. Alors, la première chose, c'est que je voulais vraiment la différencier du baby blues et du burn-out parental. Donc le baby blues, c'est un état qui se produit en moyenne, 5 jours après l'accouchement jusqu'à même une quinzaine de jours après l'accouchement. Il faut savoir que c'est un état qui est vraiment passager. Donc, c'est comme ça qu'on le diagnostique principalement, c'est qu'il est passager. S'il commence à s'installer dans le temps, on peut se questionner de savoir si ce n'est pas un début de dépression du postpartum. Au niveau des signes cliniques du baby blues, pourtant le terme est très très joli, mais dans les faits, les signes sont beaucoup moins sympathiques. On a tout ce qui a de l'irritabilité, de l'humeur changeante, une hypersensibilité, des larmes et de l'anxiété. Un autre signe clinique qui avait été mis, c'était un manque de sommeil, mais je trouvais que pour des jeunes parents, un manque de sommeil, je ne sais pas si c'est vraiment le plus flagrant des signes cliniques du baby blues, parce qu'on est tous crevés, que ça aille ou pas. Voilà. Alors, il y a des chercheurs qui ont questionné si finalement le baby blues, c'était quelque chose qui était en lien avec les hormones, hein. Donc, on dit que quand on accouche, pas forcément, on a une grosse chute d'hormones, notamment avec l'expulsion du placenta qui, en lui-même, générait beaucoup d'hormones. Eh ben, les études montrent que c'est quand même à clarifier. On n'est pas sûr que ce soit vraiment qu'une question de chute d'hormones. Et donc, il faut aussi savoir que ça ne se retrouve pas chez toutes les femmes. Donc, si vous n'avez pas eu de baby blues après votre accouchement, vous n'êtes pas anormal. On peut très bien ne pas en avoir non plus. Et puis, des études ont signé en avant que ça pouvait même toucher le coparent ou la coparente. Donc, d'où la question du fait que c'est peut-être pas juste hormonal, mais ça a été remarqué chez certains coparents aussi qui développaient les mêmes signes cliniques. Alors, en soi, c'est pas parce que c'est un état passager qu'il n'est pas légitime de venir consulter si on ne se sent pas bien. De toute façon, si on en ressent le besoin, il est toujours intéressant de pouvoir se tourner vers un professionnel de santé ou de demander de l'aide. Alors, le burn-out parental, là, c'est quelque chose qui se produit plus tardivement. Donc, la dépression du postpartum, c'est, on dit, dans la première année de naissance, enfin de vie de l'enfant, même si ça peut s'étendre au-delà. Le burn-out parental, ça va se développer plus tardivement, donc parfois même avec des enfants beaucoup plus grands.
Dans ce cas-là, au niveau des signes cliniques, on va observer une perte de sens et de plaisir dans la parentalité, une distanciation émotionnelle. Donc, ce n'est pas comme si on objectivait ses enfants, qu'on prenait ses enfants pour des objets, mais voilà, on a un certain, on se protège en fait, on se détache un tout petit peu plus de ses enfants au niveau affectif, même si on les aime très très fort, et en tout cas, on est vraiment épuisé au niveau physique et émotionnel. Il y a aussi, et c'est ça qui peut aussi différencier d'une dépression postpartum, une différence avec l'image de soi qu'on avait, donc du parent que l'on était avant et depuis qu'on est en burn-out parental. On ne se reconnaît plus. Il y a évidemment des similitudes avec le burn-out professionnel, mais également des différences. Mais bon, ce n'est pas l'objet de la conférence, sinon on part sur un autre type d'exposé. Alors, la dépression du postpartum, donc, on considère qu'elle démarre à la naissance de l'enfant. Et elle se termine, là, c'est un petit peu flou. Donc, il y a des gens qui vont dire qu'elle s'arrête après 1 mois, enfin à peu près 40 jours. Donc, c'est ce qu'on considère comme le mois d'or, hein, donc les premiers 40 jours de l'enfant. Il y en a qui vont dire qu'elle s'arrête normalement avec le retour de couche, donc les 6 premières semaines de vie de l'enfant, ou bien même jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Ou jusqu'à ses 3 ans, on ne sait pas trop en fait. Il y a un certain flou sur la durée du postpartum en général. Mais en tout cas, la dépression du postpartum, elle survient durant l'année qui suit l'accouchement de l'enfant, selon à nouveau les critères cliniques, hein. Chaque vécu est différent. Alors, il faut savoir qu'elle toucherait entre 15 à 20% des mères, mais également 10% des pères coparentes. Donc ça, c'est aussi des choses dont on n'a pas toujours conscience, c'est que ça ne touche pas uniquement que les mamans. Ça peut aussi toucher la coparente, le papa. Au niveau des symptômes de la dépression du postpartum, donc on va observer une dysthymie, donc une fluctuation de l'humeur, une humeur qui va être beaucoup plus triste, un repli sur soi, une perte d'intérêt, de plaisir, le sentiment d'être incapable de s'occuper de son enfant, voire de créer un lien avec lui, des troubles du sommeil, de l'anxiété, des pleurs fréquents, une forme d'irritabilité, des changements d'appétit, des ralentissements moteurs cognitifs, beaucoup de culpabilité, des idées suicidaires éventuellement qui peuvent émerger, de la violence conjugale qui pourrait survenir aussi en lien avec cette irritabilité, et parfois un abus de substances, donc une consommation d'alcool plus forte ou une consommation d'autres stupéfiants. Alors, les petits points avec une astérix, comme vous voyez, c'est des symptômes cliniques que l'on retrouve davantage chez les pères qui sont en dépression du postpartum. Mais à nouveau, peuvent aussi se retrouver chez les mères. Alors, au niveau des facteurs de risque, on considère que des antécédents dépressifs, que ce soit dans la famille, hein, parce que c'est pas forcément, ça peut être on va dire presque un héritage familial où on a entendu que ses parents avaient subi une dépression du postpartum, où on sait que dans la famille, il y a une prévalence, ou bien soi-même, on a eu une dépression à un moment donné, des troubles psychiatriques, une grossesse qui a peut-être été très mal vécue ou qui n'était pas forcément souhaitée ou attendue, une dépression anténatale, parce que ça existe aussi, des difficultés conjugales, des changements très intenses et stressants. Je vais dire la naissance d'un enfant est en soi déjà un changement très intense et stressant, mais voilà d'autres choses, un changement peut-être professionnel ou peu importe. Un manque de réseau, ça on va le voir dans les facteurs de protection justement, c'est des personnes qui se retrouvent parfois isolées et voilà, qui ne savent pas demander de l'aide ou qui n'ont pas de personne à qui demander de l'aide. Une idéalisation de la parentalité, parce que bon, on sait bien sur les réseaux sociaux, hein, il y a cette image du bébé qui arrive, c'est tout mignon, avec les belles Instagrammeuses qui font des photos d'elles toutes pimpantes avec leur bébé, mais en fait, c'est pas toujours ça la parentalité. C'est parfois même un milieu de ce qu'on s'était imaginé. Il peut aussi avoir des difficultés socio-économiques qui peuvent être un signe, un facteur de risque de la dépression du postpartum. Une faible estime de soi de base du parent, hein, qui du coup va être davantage challengé avec la venue d'un petit être dont on se dit, mon Dieu, je dois m'en occuper à 100%, voilà, est-ce que je suis capable? Et alors, moi, je l'ai ajouté, je ne l'ai pas trouvé dans les études, mais le perfectionnisme. Donc voilà, peut-être des personnes qui auraient aussi tendance à vouloir que tout soit toujours très très bien, très très bien fait, qui se mettent des hautes attentes vis-à-vis d'elles-mêmes et qui du coup se retrouvent un petit peu claquées ou qui ne s'en sortent plus et qui du coup se sentent encore plus mal.
Voilà. Comme je dis, ce sont des facteurs de risque, pardon, c'est pas du tout des déterminants. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous vous retrouvez peut-être dans un de ces facteurs que vous allez d'office déclencher une dépression du postpartum. Je ne veux pas effrayer les futures mamans qui suivent aussi le webinaire. Alors, il y a aussi un impact de la société finalement sur cette dépression du postpartum. Ça me tenait aussi à cœur de faire une slide vraiment par rapport à ça, parce que finalement, on présente beaucoup une image de la parentalité comme c'est que du bonheur, tu vas voir, c'est génial d'avoir un enfant, ah mais il est en bonne santé, de quoi tu te plains finalement. Donc voilà, il y a une certaine pression, et alors heureusement de plus en plus on entend parler voilà, du postpartum, il y a pas mal de médias qui en parlent, hein, notamment la Ligue des familles, mais aussi voilà, sur Insta, il y a des comptes. Donc, heureusement, ça devient de moins en moins tabou, mais il y a quand même toujours un peu ce côté, voilà, avoir un bébé, c'est quand même génial. D'ailleurs, on dit aux parents, félicitations, c'est super, et il passe ses nuits, au fait. Voilà. Donc, ça crée aussi une certaine pression. Il y a notre société qui est aussi voilà, plus individualiste. Hein, donc, il y a certaines cultures, certaines sociétés où on va plus vivre en collectivité. Hein, on dit quand même qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Et voilà. Est-ce qu'il y a la même prévalence de dépression postpartum? Ce serait quand même intéressant d'aller aussi voir. Bon, comme je le disais, hein, les réseaux sociaux, les médias, hein, finalement, avec toutes ces images pleines de paillettes des nouveau-nés où c'est trop génial, tu vas voir, c'est fou. Pas toujours, en fait. Hein, être parent, c'est parfois aussi pas que du bonheur, c'est pas toujours très drôle. Il y a la pression parentale que l'on se met à soi-même, hein, comme je disais, avec le perfectionnisme, où on veut vraiment donner le meilleur de soi et que parfois, on aimerait donner plus, ou on se dit qu'on devrait donner plus et on n'y arrive pas, ou pas comme on voudrait, et donc c'est d'autant plus dur pour soi. Et puis voilà, hein, aussi l'équilibre finalement vie privée professionnelle, parce que avec la reprise du boulot, avec les impératifs, c'est pouvoir jongler entre les deux et s'y retrouver. Et donc tout ça, ça peut fragiliser aussi les parents. Alors, les conséquences de la dépression postpartum, il va avoir un impact sur l'image que le parent va avoir de lui. Déjà, si son estime de lui est assez basse de base, il va d'autant plus se dire, mais mince, je n'y parviens pas, et en plus je suis déprimée, oh là là, et donc ça va se renforcer. Donc, des conséquences sur sa santé mentale et sa santé physique, puisque comme je le disais dans les signes, il peut avoir des pensées suicidaires qui peuvent arriver, donc ce n'est pas du tout à négliger. Hein. Alors, il y a aussi un impact sur la création du lien parent-enfant et le développement de l'enfant. C'est ce qu'on retrouve dans les études, que donc voilà, l'enfant pourrait avoir peut-être des carences ou des difficultés dans son développement, mais j'aimerais quand même mettre en attention avec tout ça, parce que ça pourrait d'autant plus culpabiliser le parent qui est en dépression, de se dire, mon Dieu, comment mon enfant va s'en sortir? Est-ce qu'à cause de moi, il va être comme ça? On a tous entendu ces phrases de mais oui, mais si tu es stressé, il le sent aussi, ou elle le sent aussi. C'est très culpabilisant, et ça va aussi renforcer une basse estime de soi, ou bien un affect un peu dépressif. Donc voilà, oui, il peut avoir un impact sur le lien, oui, il pourrait avoir un impact sur le développement, mais voilà, ce n'est pas non plus d'office. Et puis, l'enfant, il a aussi le coparent ou la coparente, ou bien un tiers, ou d'autres membres de la famille, ou les amis. Enfin, voilà, il n'est pas, il n'est pas tout seul non plus à évoluer. Donc, ne vous culpabilisez pas avec ça. Alors, comment peut-on prévenir, je regarde l'heure, ça va, la dépression du postpartum? Donc, comme je vous le disais, il faut tout un village pour élever un enfant, et ça, je pense que c'est quand même la clé pour prévenir justement la dépression du postpartum, et prévenir même le postpartum en général, faire que ce soit un moment qui puisse être agréable et pas forcément anxiogène, crevant et tout le négatif qui va avec. Mais donc, voilà, peut-être en amont, le préparer, parce que l'avenue d'un enfant, c'est un chamboulement énorme, je ne vous apprends rien, et donc c'est important d'anticiper au niveau de son organisation familiale, au niveau de l'adaptation aussi du lieu de vie, et donc de, si c'est possible, évidemment, mettre à profit voilà, la période de la grossesse pour pouvoir soit s'arranger si on est en couple ou en cohabitation, peu importe, sur comment ce sera quand l'enfant sera là. Ce sont des choses qu'il faut déjà discuter avant, parce que si on se dit, voilà, il va avoir l'accouchement, et puis on verra à ce moment-là comment on s'organise, parfois on est trop crevé ou on est déjà dans son fonctionnement, et c'est encore plus dur de changer. Donc peut-être faire un point en avant avec
toute la famille, tout le réseau possible, les amis, peu importe, pour se dire comment concrètement on s'organise. Est-ce qu'il y a des relais possibles? Est-ce qu'il y a des personnes qui seraient enclins à venir de temps en temps dépanner ou garder? Alors, on parle aussi des petits plats à préparer à l'avance, mais en soi, oui, pourquoi pas hein, demander un petit peu s'il peut avoir des relais. Donc, comme je disais, c'est l'importance vraiment du réseau. Et donc, j'ai mis l'alimentation et l'hygiène de vie parce que on voit que l'alimentation, ça peut aussi jouer sur tout ce qui est l'humeur. Et donc, c'est important d'englober les nouveaux futurs parents pour qu'ils aient le temps de prendre du temps pour eux aussi, de correctement pouvoir s'alimenter, de pouvoir se reposer quand ils en ont aussi besoin, d'avoir un relais supplémentaire pour ça. Parce que des parents en bonne santé, c'est aussi des enfants qui pourront d'autant mieux se développer. Donc, il faut encadrer aussi les parents. Alors, l'accueil et l'écoute empathique. Donc, c'est important d'être vigilant donc, à la détresse et au sentiment de chaque parent, j'insiste bien. Donc, voilà, comme vous avez vu, c'est plus les mères qui vont avoir un, un risque supplémentaire d'être en dépression du postpartum, mais les coparents peuvent aussi être impactés. Donc, c'est important voilà, de demander aux parents et comment ils vont eux aussi. Pas juste s'intéresser à la santé du bébé, qui est très importante aussi, mais aussi de demander vraiment aux parents, mais tiens, toi, comment tu vas, comment tu te sens, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Et donc, d'être vigilant. Si vous observez aussi dans votre des changements chez la personne ou quoi, de pouvoir vraiment lui demander, sans non plus, évidemment, la stresser ou la harceler, mais voilà, de la laisser venir et de lui dire qu'on vous êtes présent si jamais elle en a le besoin. Donc voilà, pouvoir écouter et accueillir sans nier, sans dramatiser, mais ni non plus dédramatiser en disant parfois: «Ah mais ça va aller, t'inquiète pas, bah oui, c'est un peu dur au début, mais bon, ça va passer». Alors c'est vrai, il ne faut pas dramatiser non plus, mais il ne faut pas non plus, minimiser s'il y a un mal-être, quoi. Et pas culpabiliser évidemment, comme, bon, j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous êtes, sensibilisés au sujet de toute manière, mais voilà, ne pas dire: «Ah tu l'as voulu, ouais, mais enfin ton enfant il est quand même en bonne santé, allez, tout le monde a dur, hein». Enfin voilà, ces phrases vous font peut-être écho, mais on les entend encore bien trop souvent et c'est pas toujours dit avec une méchante intention. C'est parfois aussi que les gens sont démunis, qui savent pas comment agir et qui veulent ils veulent vous rassurer et donc ils s'y prennent un peu de maladroitement. Mais bon, voilà. Alors donc, comme je disais, ne pas minimiser, ne pas comparer, hein. C'est clair que ça n'aide pas de dire: «Ah mais tu sais ma copine, ouais, elle a été un peu déprimée les premières semaines, mais après ça va aller», parce que ça met aussi une pression. Mais voilà, chaque histoire est différente, chaque vécu est différent, chaque parent est différent aussi. Donc c'est pouvoir accueillir la personne, dans sa globalité, dans ses besoins du moment. Écouter sans direct solutionner. Ah ça, c'est un truc qu'on travaille pas mal en séance, notamment dans les couples. Mais voilà, quand on vient avec une plainte ou avec une difficulté, pour peut-être se rassurer soi-même parce qu'on ne sait pas trop quoi faire face à la plainte de la personne ou la difficulté, on cherche une solution. Voilà: «Ah mais tu devrais faire ci, tu devrais faire ça». Et parfois, c'est juste: «OK, là, tu as besoin de décharger quelque chose qui est pas confortable, on n'a peut-être pas de solution, mais vas-y, je t'écoute, c'est OK, quoi». Et après, si la personne est en demande de solution, alors là, c'est différent, on y réfléchit ensemble, mais pas direct dire: «Fais ci, fais ça, appelle la spécialiste du sommeil, appelle ça, appelle ça». Voilà, peut-être que la personne en aura besoin, mais peut-être pas tout de suite. C'est juste d'abord pouvoir accueillir et lui servir un bon petit chocolat, si vous aimez ça, et une oreille attentive. Donc voilà, comme je disais, être, attentif aux besoins du bébé, mais aussi à ses parents, hein. Comme j'avais dit avec une amie, finalement, on fait des cadeaux pour les bébés quand ils naissent, mais ce serait sympa de faire des cadeaux aussi aux parents quand il y a une naissance, hein, ça peut aussi, être sympa. Et donc voilà, c'est OK en fait, hein, d'avoir, du mal quand on a un enfant. C'est OK parfois de regretter sa vie d'avant. C'est OK d'avoir des jours où on est un peu moins bien. Par contre, c'est OK aussi de se faire aider. C'est OK aussi d'appeler à l'aide, il y a pas de problème. Donc, comme je vous disais, le réseautage, c'est vraiment important. Donc, élever un enfant, c'est pas facile, hein, c'est du H24. On ne démissionne pas de son rôle de parent, hein. On ne peut pas quitter son job de parent ni le mettre en pause, même si parfois on aimerait. Donc, voilà, c'est important de pouvoir avoir un réseau, d'avoir un entourage qui est bienveillant, respectueux et pas envahissant, et qui, voilà, qui va venir vous aider quand vous en avez envie, besoin et pour des aides dont vous avez besoin et pas des choses non sollicitées, notamment les conseils.
Si vous n'avez pas un réseau familial étendu, vous êtes maman solo, papa solo, ou que votre famille ne vit pas ici, ben, il y a aussi des groupements de parents, hein, donc ça peut aussi être des communautés. Parfois, on voit sur les réseaux sociaux ben, voilà, des demandes de parents qui cherchent un groupe ou qui demandent un cocooning, ça se fait. Ça peut être ben voilà, des associations, ça peut être via ben, l'ONG par exemple, ça peut être des groupes d'entraide, voilà, le voisinage, des babysitters. Donc voilà, briser l'isolement, c'est vraiment ça que je voudrais vous dire. C'est OK de demander de l'aide, même si ce n'est pas votre premier enfant, ou bien même si c'est votre premier enfant, il n'y a pas de critères. Et donc, ben, dans le cas où le mal-être voilà, s'installe, perdure, où vous sentez que voilà, ça ne va pas, il ne faut pas hésiter non plus à faire appel à des professionnels de soins. Il y a les sages-femmes qui sont souvent en première ligne, il y a aussi tout ce qui est psychologue, thérapeute, partenaire, parents, enfants, gynécologue. Hein, voilà, à la visite là, des fameuses 6 semaines, pourquoi pas aussi en parler si ça ne va pas. Le médecin traitant, hein, qui est quand même un acteur de première ligne aussi. Puis bon, ben voilà, la kiné, les ostéos, puis finalement tout ce qui est accompagnant en périnatalité, doula, coach parentaux, et j'en ai sans doute oublié tout plein. Mais voilà, n'hésitez pas à vous faire aider et on ne demande jamais trop d'aide finalement. Voilà, ben, du coup, je te laisse la parole, Nathalie. Voilà, donc en fait, merci Morgane déjà pour tout ce que tu as communiqué. Ici, juste avant de laisser la parole à une deuxième invitée qui sera une collègue de la Ligue des familles qui a travaillé sur le projet postpartum, on voulait vous communiquer avec Morgane qu'on a un atelier qui est prévu, qu'elle va animer le 12 décembre en ligne, qui sera sous le format d'un groupe restreint de maximum 12 personnes. Donc, on est plus sur un format comme un peu comme un groupe de parole, un peu plus, parce qu'il y aura aussi toute une partie échange, peut-être sur des solutions, ou en tout cas des pistes euh, et donc, voilà, on a mis le lien pour l'inscription. Donc, n'hésitez pas à relayer aussi, vu que vous êtes aussi pour beaucoup des professionnels de la santé mentale, n'hésitez pas à relayer qu'il y a ce groupe qui va avoir lieu le 12 décembre. Et alors, si tu passes la slide suivante, Morgane, euh, juste avant, attends, dans l'autre sens. Oui, voilà. Donc, en fait, euh, si vous souhaitiez également rejoindre un groupe en présentiel à Bruxelles, Brabant Wallon, Liège, La Louvière, Mons, Moucron, on a des salles. Et donc, potentiellement, on peut aussi mettre sur pied des groupes en présentiel qui sont co-animés par un psychologue conventionné ou une psychologue conventionnée et une autre personne qui serait aussi psychologue ou un autre professionnel de la santé. Et à ce moment-là, vous pouvez m'écrire sur l'adresse atelier au pluriel @ligdesfamilles.be. Et alors moi, je recentre les demandes et j'essaye alors de mettre sur pied l'un ou l'autre groupe suivant les régions. Donc n'hésitez pas à relayer ça de nouveau autour de vous ou à vous-même m'envoyer ce mail. Et donc, ce sont des groupes qui sont payés par l'INAMI. Donc, on a cette chance en Belgique d'avoir ce projet pilote où ces groupes sont payés par l'INAMI. Et donc, pour les personnes, ce n'est que 2,50 € pour l'inscription. Voilà. Donc, tu peux repasser la slide suivante. Et avant d'avoir toute la partie plus de questions-réponses avec Morgane et avec Anne-Sophie d'ailleurs qui va parler également, je vais donner la parole à Anne-Sophie Hubault qui est une de mes collègues à la Ligue des familles qui est chargée de projets d'éducation permanente. J'en ai d'ailleurs peu parlé en début de session qui est aussi un gros axe de la Ligue des familles dans l'impact sociétal. Et donc n'hésite pas Anne-Sophie à également dire un petit mot là-dessus. On est un peu en avance, donc tu peux vraiment prendre le temps d'expliquer ce que c'est l'éducation permanente aussi. Et donc, je vais te donner la parole. Alors, je te regarde dans la liste. Anne-Sophie, voilà. Et donc, je te permets de parler. Voilà. Et donc, tu peux retirer. Voilà. Ok, bonjour, on m'entend bien? Très bien. Ok, super. Ben voilà, donc vous ne me verrez pas en vidéo, mais c'est pas grave, si on m'entend, c'est parfait. Donc, comme l'a dit Nathalie, je suis chargée de projet en éducation permanente à la Ligue des familles. Et donc,
La mission de la Ligue des familles, comme Nathalie l'a dit, c'est bien de construire une société adaptée aux réalités des parents. Et comme chargée de projet, avec mes collègues, la manière dont on le fait, c'est de le faire avec les parents. Donc, l'idée, c'est vraiment de les accompagner, de les soutenir dans leur capacité à agir pour transformer la société et la rendre plus adaptée à leur réalité. Et le projet dont je vais vous parler ici va vous permettre d'illustrer, enfin, de comprendre cet aspect-là du travail de la Ligue des familles. Et pourquoi on en parle? Parce que ce projet est complètement lié au webinaire du jour et parce que peut-être vous pourriez avoir envie d'y participer d'une manière ou d'une autre. Alors, de quoi s'agit-il? Tu peux passer à la slide suivante, juste avant. Ah, voilà, celle-là, ok, merci. Eh ben, donc, le projet Postpartum, il a commencé en 2022 avec une campagne Postpartum, une campagne de sensibilisation. À la Ligue des familles, ça prend une forme médiatique dans un premier temps, donc au travers de nos médias et sur les réseaux sociaux. On a communiqué sur le postpartum notre message qui était de dire, voilà, cette période peut être vraiment difficile à vivre pour les parents. Malheureusement, c'est tabou, c'est un peu trop invisible et on voudrait bien que ce ne soit plus le cas. Et surtout que les parents soient mieux accompagnés par la société, quoi. Et donc, on a des idées, des revendications politiques pour faire changer les choses. Écoutez-nous. Ça, c'est l'objet de la campagne l'année passée à cette période-ci. Alors, en plus de la campagne, il y a eu une enquête à laquelle il y a eu pas mal de réponses et de témoignages. Et alors, les répondants étaient invités à cocher des petites cases pour dire on veut bien en savoir plus et être tenu au courant de la suite, voire même on veut bien aussi se mettre en action sur ce sujet-là. Et donc, on a saisi cette opportunité pour rassembler les personnes qui étaient partantes et on a organisé une dizaine de rencontres citoyennes en Fédération Wallonie à Bruxelles, auxquelles des parents sont venus. C'était surtout des mamans, mais il y a quand même eu quelques papas. Et on a aussi organisé des rencontres spéciales papas. Et donc, tous ces parents sont venus témoigner. Et c'est principalement des parents qui avaient vécu les choses difficilement, qui sont venus s'exprimer. Aussi dans l'idée que, ils avaient envie que ça change pour les autres, quoi. Donc, voilà, c'était très, très riche comme rencontre et on a proposé de continuer la démarche en se rassemblant et en créant des collectifs citoyens. Et donc, il y en a 4 qui ont vu le jour à Louvain-la-Neuve, Mons, Liège et Bruxelles. Et avec ces collectifs, on est en train de travailler à la création d'une exposition. Cette exposition, elle devrait être prête à circuler en 2025. Ce sera donc une exposition itinérante qui sera citoyenne et qui sera interactive. L'idée, c'est vraiment que ce soit plutôt expérientiel comme exposition. Voilà. Alors, en parallèle, en attendant que cette exposition soit prête, on continue à parler du sujet. On organise des animations. Alors, on peut passer à la dia suivante. Voilà. Les animations qu'on organise, ce sont des ateliers d'écriture, des balades baby-friendly, balades exploratoires, des ciné-débats, des arpentages. Alors, l'arpentage, c'est une technique de lecture collective. Ciné-débat, j'ai déjà dit, oui. Et des animations vision board. Donc là, c'est plutôt des techniques créatives, de collage autour d'une question pour pouvoir finalement exprimer ce qu'on vit et échanger sur le sujet. Au travers du QR code ou de l'adresse, du lien qui est là, vous pouvez avoir un aperçu sur l'agenda. La programmation de 2023 se termine puisque là, on est fin décembre et on travaille sur celle de 2024. Mais on continue avec ces ateliers-là. Et si vous-même avez envie d'en organiser, c'est tout à fait possible. Et vous pouvez revenir vers nous à l'adresse mail qui est en dessous. C'est avec plaisir qu'on organise ça en relais avec des partenaires, quoi. Voilà. Vous pourriez aussi avoir envie de rejoindre un de nos collectifs. C'est toujours possible parce que la démarche, elle continue à avancer, mais les groupes sont ouverts et puis c'est assez souple, quoi. C'est pas que quand on y est, on reste jusqu'au bout et qu'on ne peut pas rentrer. C'est vraiment l'idée qu'on vient quand on a de l'énergie à donner pour ce projet-là et c'est super. Et vous pourriez aussi avoir envie d'être tenu au courant du projet. Donc, à ce moment-là, n'hésitez pas non plus à nous envoyer un mail à l'adresse qui est ici, postpartum@liguedesfamilles.be. Voilà, j'ai fait un bon résumé de ce projet-là.
si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aussi poser des questions à la fin, sans souci. Voilà, merci. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Donc, Morgane, je te laisse conclure. Et puis alors, après, n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie chat de questions-réponses que vous trouvez dans l'outil Zoom. Donc voilà, pour clôturer, j'espère ne pas déjà vous avoir effrayé les futures mamans sur le postpartum parce que bon, voilà, là évidemment c'était dans le cadre de la dépression, mais alors le postpartum peut aussi très très bien se passer et être vraiment un bon moment. Et donc ce que je voudrais voilà, vous faire passer surtout comme message, c'est que chaque personne est différente, chaque personne a ses besoins, chaque parent a ses besoins et c'est important de pouvoir accueillir les besoins tant des bébés que des parents et de prendre aussi soin des parents et de pouvoir écouter. Ben voilà, s'il y a des jours où c'est un peu moins facile, s'il y a des jours où ça va super bien, voilà, de pouvoir se sentir libre, de pouvoir le partager et d'être peut-être attentif aussi dans votre pratique si vous êtes des professionnels ou si voilà, dans votre cercle amical, familial, euh, aux parents, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, et que voilà, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui dure, qu'il y a des affects un peu plus négatifs qui s'installent, de pouvoir être là déjà en première ligne, vous, pour accueillir. Et si vous vous sentez démuni, si vous sentez que ça s'installe, de ne pas hésiter aussi à proposer à cette personne d'aller peut-être voir un professionnel, hein, sans imposer, mais juste lui proposer. Mais déjà, voilà, en étant présent, en accueillant, en écoutant, en posant juste la question à la personne de comment est-ce que tu vas, toi, on peut déjà faire beaucoup de bien et déjà, voilà, prévenir aussi quelque chose de plus fort ou de plus durable dans la dépression. Donc voilà, soyez attentifs et prenez soin de vous et des autres. Alors, comme je le disais en début de session, hein, à la Ligue des familles, donc on a la partie impact sociétal dont fait partie Anne-Sophie dans la partie d'éducation permanente notamment. Et puis, on a un des services qui est le service des ateliers des parents, aussi avec des conférences, des replays. Et donc, n'hésitez vraiment pas à aller voir sur le lien qui se trouve ici ou via le QR code. Alors ici, comme disait Anne-Sophie, c'est pareil, l'agenda il est en fin de session et donc vous verrez pas grand-chose, mais fin décembre, début janvier, vous verrez tout l'agenda des prochaines sessions et les thématiques qui sont vraiment récurrentes d'année en année, c'est l'équipe coparentale, hein, justement comment on peut s'entraider au niveau de cette équipe coparentale quand on est ensemble ou quand on est séparés. On a un thème aussi beaucoup sur les fratries. On a en fait tous les facteurs de risque du burn-out parental qui sont repris. On a sur la gestion des émotions, on a sur le perfectionnisme, hein. Tu posais la question, Morgane, de si le perfectionnisme joue un rôle aussi dans la dépression du postpartum. En tout cas, c'est clairement le cas pour le burn-out parental, qui est plus le domaine sur lequel moi je suis. Mais donc, on a une dizaine de professionnels qui viennent dans ces ateliers, animer ces ateliers. Et on a jusqu'à présent plus ou moins 2300 participants qui ont participé à ce projet qu'on a lancé en 2021. Tu peux passer la slide suivante. N'hésitez pas aussi à aller sur notre chaîne YouTube où on a en fait les replays des précédents webinaires qui sont disponibles. On en a un qui est sur le secret de ces familles bien organisées, donc sur l'organisation familiale. Il y en a un aussi sur le burn-out parental, un sur l'équilibre vie professionnelle et vie privée et un sur les ados si vous ne trouvez pas là. Et donc c'est une formule qu'on a tout au long de l'année, une à deux thématiques par trimestre. Je vous propose maintenant de poser vos questions. Donc, n'hésitez pas à les mettre dans la partie de chat questions-réponses. On a remis là aussi le lien vers l'atelier en petit format interactif du 12 décembre en ligne et aussi l'adresse mail qui est un petit peu cachée par la flèche, mais c'est bien ligue-des-familles.be pour si vous souhaitiez rejoindre un groupe en présentiel qui est cette formule payée par l'INAMI. Voilà, donc n'hésitez pas, je ne vois pour l'instant pas de questions ou réponses qui rentrent dans le système. Je ne sais pas si vous en avez, ou si vous pouvez aussi les mettre dans le chat si vous avez plus de mal à mettre dans la partie questions-réponses. Et puis,
Voilà, je vous laisse quelques instants pour potentiellement le mettre. S'il n'y en a pas, c'est que Morgane, tu étais très claire. C'est très rare, hein. Je dois dire que les deux précédentes webinaires, on a eu du mal à les finir à l'heure. Je crois qu'on a dépassé de 20 minutes, mais c'est très bien parce que le temps est si précieux des uns et des autres. Mais je ne vois pas de questions qui rentrent spécialement. J'espère que c'est pas la partie de test enfin de technique qui ne fonctionnerait pas en tout cas, mais je l'ai a priori testé tout à l'heure, donc je ne pense pas. Donc voilà, donc je vous souhaite à tous et à toutes une belle après-midi. Merci beaucoup Morgane pour cet exposé d'aujourd'hui. Merci beaucoup Anne-Sophie aussi d'être venue. Voilà, je vois que ça fonctionne vu qu'on a en tout cas les remerciements. Voilà, une belle journée à tout le À monde. tous. Très bonne journée, merci beaucoup. Au revoir. Il y a une question. Ah, une question, merci. Alors, lorsque on accompagne des familles, comment savoir à quel moment il faut renvoyer vers un psychologue? Ah, c'est une bonne question. Alors, ben, peut-être, quand vous dites accompagner des familles, c'est quelle profession dans laquelle vous situez? Ça, je ne sais pas si vous pouvez l'inscrire. Mais de toute manière, je pense que renvoyer vers un psychologue ou un thérapeute, c'est quand on sent que dans son propre accompagnement, on est limité. On se dit, ben voilà, moi, je peux être présent en première ligne, je peux accompagner, mais là, je sens que ça vient dans des aspects que dans ma pratique, je me sens un petit peu limitée pour accompagner, ça peut être intéressant de renvoyer vers un psychologue. De toute manière, c'est toujours intéressant d'avoir un travail pluridisciplinaire et de ne pas rester seul. Et donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment un bon moment. C'est quand vous vous dites, bah tiens, ça pourrait être intéressant pour ce parent, d'aller quand même consulter quelqu'un à l'extérieur. Le psychologue va plus avoir un travail bah, sur les mécanismes psychiques, sur voilà, le mal-être, sur trouver peut-être des solutions mais voilà, pour sortir la tête hors de l'eau. Donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment un moment où il faut se dire, là, avant, c'est pas nécessaire. C'est quand vous le sentez dans votre feeling, faites-vous confiance en tant qu'intervenant, je pense, pour le proposer. Et puis peut-être que la personne ne sera pas preneuse directement, mais que l'idée germera et qu'à un moment donné, elle pourra consulter justement quand ce sera OK pour elle. Merci beaucoup pour ta réponse. Alors, j'ai une autre question qui vient ici. C'est difficile de trouver des psychologues spécialisés dans la dépression du postpartum. Existe-t-il un annuaire avec des éventuels noms? Alors, à ma connaissance, je ne pense pas. C'est vrai qu'en termes de postpartum, de tout ce qui est périnatalité, il y a le certificat universitaire UCL, ULB, qui existe depuis 2 années, je pense. Qu'on arrive à entrer à la 3e année, qui est vraiment une formation universitaire reconnue. Le reste, je pense qu'il y a d'autres formations qui sont très bien aussi, hein. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas un annuaire. Donc, peut-être le plus simple, c'est de demander, regarder sur les descriptifs des psychologues. C'est vrai que pour, par exemple, le réseau Archipel, eh bien, il y a une série de psychologues qui sont conventionnés, dont je fais partie. Et là, il faut peut-être regarder sur le réseau Archipel s'il n'y a pas les spécificités qui sont notées ou poser la question peut-être au service d'accueil. Mais sinon, vraiment regarder les descriptifs des psychologues en ligne, voir ce qu'ils mettent, si c'est dans leur cohorte, voir, avoir peut-être des contacts avec certains psys et se faire un petit carnet d'adresses à l'avance dans vos rencontres pour pouvoir à ce moment-là l'utiliser. Merci beaucoup pour la question. Moi, c'est peut-être une réflexion aussi que je vais garder en tête et réfléchir avec mes collègues qui se Oui. sont spécialisés dans la partie postpartum. Voilà, alors je vais quand même vérifier, mais il me semble que j'ai pas d'autres questions. Donc n'hésitez pas encore si vous en avez à la mettre là ici. Quand je vois que la question, c'était pour les moments limites qui posent souvent question. Il y a aussi tout ce qui est appel d'aide. Il y a SOS Suicide, des numéros, ou alors les services d'aide, je pense que c'est le 117, mais qui sont des lignes téléphoniques qui sont ouvertes à tout moment. Ça aussi, si vous sentez que vous êtes un petit peu sur une pente glissante avec la personne que vous accompagnez, vous pouvez aussi leur donner ces numéros d'urgence dans le cas où la personne ne se sent pas encore prête à avoir un rendez-vous psycho ou que le délai est trop long, pour qu'elle ne soit pas démunie et seule en soi. C'est toujours bien de donner des contacts en plus. Voilà, mais je n'ai plus d'autres questions. Donc je pense que
on peut cette fois-ci clôturer cette session. Donc, merci beaucoup, Morgane. N'hésitez donc pas à nous envoyer un mail si vous souhaitez rejoindre un groupe ou voilà, voilà, il y a aussi dans la discussion certaines mutuelles qui proposent également une ligne téléphonique psy gratuite. Merci de l'avoir spécifié, Aurore. Bonne journée à tous et à toutes. Bonne journée. Merci beaucoup.